Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec mon podcast Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders RH qui impactent le monde du travail à leur façon, grâce à leur audace ou par leur business. Bonjour, je suis Simonie Devec. Aujourd'hui, des RH externalisés part-time, j'aide les dirigeants et RH à engager et fidéliser les équipes. Comment offrir la meilleure expérience collaborateur où chacun puisse s'épanouir et performer. Vous pouvez soutenir le podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un commentaire sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes d'écoute. Belle écoute! Je reçois aujourd'hui Sandrine Meunier, DRH, Chief People Officer, qui a notamment scalé Ledger et Aircall. Sandrine nous partage sa vision du rôle de DRH, de ses challenges dans cet environnement, de culture d'entreprise, mais aussi de l'importance de former les managers à leur rôle. Un grand merci Sandrine pour notre échange. Hello Sandrine, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Connecting Leaders. Bonjour Simonie, merci beaucoup pour l'invitation ce matin. Alors déjà Sandrine, je vais te demander de te présenter sous l'angle que tu souhaites. Je suis une DRH passionnée par son métier. J'exerce ce métier depuis de nombreuses années et j'ai commencé à travailler en ressources humaines dans des grands groupes. J'ai travaillé pendant 18 ans dans des groupes cotés en France et à l'international, soit sur des postes de DRH, soit sur des postes de directrice des talents pour monter des programmes de formation, d'évaluation des compétences, de recrutement. Et il y a 6 ans, j'ai pris la décision de rejoindre un univers plus agile, un univers plus flexible, et j'ai rejoint l'univers de la tech, où j'ai eu la chance de conduire le scale de 2 belles enseignes qui sont Ledger et Aircall. Tu veux peut-être nous rappeler ce que c'est que le scale? Parce que c'est vrai qu'on utilise pas mal de mots Exactement, parce qu'on on est tous dans la tech et tout, mais c'est vrai que voilà, on est tous dans notre jargon. Donc, c'est le ça. scale, c'est l'hypercroissance. Voilà. Donc, ce sont des projets. Pour te donner une illustration, j'ai rejoint Aircall. J'ai travaillé chez Aircall pendant 4 ans. Quand j'ai rejoint la société, nous étions 200 salariés. Et 4 ans plus tard, nous étions 800. Donc, scaler, c'est recruter, organiser, piloter et créer les conditions de l'engagement pour une communauté qui travaille pour une enseigne ou pour une entreprise. Donc, c'est des sujets extrêmement variés. C'est une aventure, puisque ça se passe évidemment jamais comme prévu. Et c'est une aventure humaine qui est formidable. On va se parler de ces 2 dernières grosses expériences. Quand tu es arrivée, est-ce qu'il y avait déjà une direction des ressources humaines en place? Alors, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de direction des ressources humaines, il n'y avait pas de DRH qui Ouais. était identifié. Il y avait une équipe RH qui avait commencé à faire un super boulot, Mmh. beaucoup de recrutement, parce que, on passe pas de 3 ou 4 cofondateurs à 200 en claquant des doigts. Donc, il y avait du recrutement, il y avait la paye qui était en train de se mettre en place, et il y avait des acteurs d'autres départements qui avaient contribué à créer les basiques de la fonction, comme par exemple les premières élections du personnel. C'était le chief D'accord, of staff qui était CFO, qui l'avait organisé à l'époque, super bien d'ailleurs, d'accord. sans avoir d'expérience autour de ça. Il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas d'intégration, et il y avait un recrutement qui tournait, une paye qui marchait, des contrats qui se faisaient. Et donc petit à petit, les cofondateurs ou l'équipe initiale commençaient à identifier ce que pourrait être la DRH et ce que pourraient être les sujets RH. Parce que généralement, quand les gens ne sont pas de la fonction, chacun a sa propre représentation de la RH. Il y en a qui pensent qu'on ne fait que du recrutement, d'autres qui pensent qu'on ne fait que de la paye, d'autres qui pensent qu'on ne fait que de la gestion des carrières. Et la RH, c'est très vaste et très différent d'une entreprise à l'autre. Quel rôle joue là le DRH quand tu arrives là-dedans en fait? Je pense que le rôle du DRH, il est très différent d'une entreprise à l'autre, selon la taille de l'entreprise, selon les enjeux de l'entreprise et surtout selon l'ambition humaine de l'entreprise. Donc, ce qui est très important quand on arrive dans un univers un peu déstructuré comme celui-là, c'est de prendre un grand temps pour écouter. Donc, moi, quand je suis arrivée dans ces 2 sociétés, j'ai rencontré des dizaines de personnes en entretien individuel pour Toutes fonctions comprendre, pour confondues qu'ils vraiment ou que des toutes managers, fonctions, toutes ce que j'avais? fonctions confondues, en D'accord. priorité des managers. En priorité des managers parce qu'ils ont une vision plus large. Et puis, c'est important de commencer son enquête ou son audit par le haut. Donc, on rencontre le comité de direction qui vous explique ce qu'ils vont faire et ce qu'ils voient. Et puis après, on descend et puis on mesure les écarts.
entre ce que voient les uns et les autres, les ambitions des uns et des autres, les croyances d'alignement qui n'en sont pas, et surtout les attentes des uns et des autres. Et là, on sort de ce bain de société avec une vision, je trouve, plus juste de la réalité de l'entreprise telle qu'on la trouve, qui est souvent très différente de la réalité qu'on vous a racontée. Et c'est pas par malice que on vous a raconté certains enjeux ou certaines situations. C'est plus que quand on est dans l'hypercroissance, les dirigeants, ils ont 1000 choses à faire. Ils font tout en même temps. Ils ont plus la distance émotionnelle, analytique pour évaluer les choses aussi proprement. Donc, le premier rôle du DRH dans un environnement comme celui-là, c'est de remettre un peu les choses à leur place. Et puis de choisir aussi ses combats, parce qu'un DRH, c'est comme tout le monde, ça n'a que 2 mains. Et on ne pourra pas tout faire et monter une politique RH de A à Z en 3 mois, même si c'est la feuille de route qu'on vous demande en arrivant. Et moi, quand je suis arrivée, je me souviens chez Aircall, tout le monde n'avait qu'un mot à la bouche, c'était «Oh, Sandrine, il faut absolument faire des carrières passes. Donc, on veut avoir des chemins de carrière, on veut avoir des filières pour savoir ce vers quoi on va évoluer». Parce qu'Aircall avait recruté des gens qui avaient beaucoup d'ambition, ça faisait partie des critères. Ouais, Et forcément, les gens qui ont beaucoup d'ambition, ils veulent évoluer et ils veulent bien sûr, savoir comment ils vont évoluer. bien sûr. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens avaient cette attente qui m'étonnait parce que c'était des profils très entrepreneuriaux. Et je me disais, c'est marrant, ils rejoignent une scale-up ou une start-up pour l'aventure et en même temps, ils ont besoin d'une sécurité. Où est-ce que je vais aller après? C'est quoi mon prochain rôle? Donc ça m'étonnait, mais le monde est fait de plein de contradictions. Et donc, au bout de 3 mois, j'ai écouté tout le monde et puis j'ai identifié quelles étaient les priorités de mon département. La priorité, c'était de recruter. La priorité, c'était d'intégrer. Parce qu'on n'intègre pas de la même façon un nouveau quand on est 50 ou quand on est 300, quand on est un pays ou quand on est 3 pays, quand on est en remote ou quand on est au bureau. Donc, il fallait vraiment, bien au-delà de ce recrutement, permettre aux nouveaux de trouver leur place de façon, les Américains ils disent de façon safe, leur garantir en fait une intégration de qualité pour qu'ils restent, pour qu'ils se sentent bien et pour qu'ils puissent apporter toute leur valeur ajoutée. Et donc j'ai pris la parole auprès de tout le monde en disant voilà, vous avez tous réclamé des carrières passes, ben, je ne vais pas les faire. On va pas les faire D'accord. maintenant. Et OK. non pas parce que je vous écoute pas, je vous ai entendu. Mais Ouais. en fait, si je les fais maintenant, on va tellement grossir, l'organisation, elle va tellement changer souvent Oui, qu'on va les casser très oui, vite. ça sera plus Et je adapté. veux pas, je veux pas vous promettre quelque chose qui ne se passera pas. Donc, on va attendre de stabiliser la croissance et on fera les carrières passes ensemble. En attendant, vous voulez évoluer. Donc, on va se donner des règles d'évolution. On change pas de job tous les 2 mois. On change pas de job comme ça. On change pas de job pour aller piquer le job de son voisin ou aller négocier avec un autre manager. Voilà les règles qu'on va se donner ensemble pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez jouer en fait dans ce jeu, déployer votre talent et apprendre parce que vouloir évoluer, c'est une grande qualité. Mmh. Et en fait, toute l'arrivée et tout le départ, tout le commencement de la construction d'un projet RH, il est vraiment basé sur ce temps d'écoute pour identifier où on est et ce qu'on va faire et dans quel ordre. Pour revenir justement à l'intégration, tu disais, c'était super important que, voilà, que les nouveaux arrivent, se sentent bien intégrés, et cetera. Qu'est-ce qui fait qu'un collaborateur est bien intégré pour toi? Bah, déjà, on lui demande et donc il y a les Ouais, surveys, puis il y a aussi aller les voir, hein. Parce que ouais, les tout surveys, c'est simplement? sympa de D'accord. se cacher aussi Ouais, derrière sa machine. Donc déjà, qu'est-ce qui fait qu'un collaborateur est bien intégré? Il ne peut être intégré que s'il a accès à l'information dont il a d'accord. besoin. Et l'accès à l'information, c'est souvent un sujet, particulièrement dans le monde tech, où on a des dizaines d'outils. Et quand on scale, donc quand on fait de l'hypercroissance, et quand on est avec des gens brillants, qui était le cas dans les 2 entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, il y a de l'info très vite, partout. Il y Ouais. a des Notion partout. Il y a plein de choses sur les Slack, il y a plein de choses dans les Drive, il y a plein de choses dans les plateformes à droite à gauche. Et le nouveau qui arrive ici, s'il vient de la tech, il va un peu chercher. S'il vient pas de la tech, il est en panique parce qu'il y en a absolument partout. Ouais, Donc, si déjà on veut bien intégrer, il faut rassembler et simplifier cette information ouais. pour que la personne puisse avoir accès de façon autonome, Mmh. qu'elle puisse aller la chercher facilement au moment où elle en a besoin. Ça Ouais. sert à rien de proposer à un nouveau de lire toutes les politiques RH et tous les accords d'entreprise à son arrivée. Sincèrement, il s'en fout.
Par contre, le jour où le collaborateur ou la collaboratrice va souhaiter prendre un congé pour l'arrivée d'un enfant, il a besoin de savoir où est-ce qu'il va trouver les modalités de ce congé. Et donc, l'intégration, c'est surtout de l'orientation. Donc, nous, on a vraiment mis en place des moments d'arrivée en se disant, le premier jour, donc déjà, on va les faire arriver tous ensemble, parce qu'ils feront partie d'une promotion. Donc, il y avait 2 promos par mois, parce qu'on recrutait beaucoup. D'accord. Et le premier jour où ils vont arriver, ils vont avoir ce moment d'orientation où on va leur parler, pas de la boîte, mais de ta feuille de paye, tu vas la trouver là. Tes congés, ça marche comme ça. Les questions hyper basiques qui n'ont aucun intérêt, mais que Pratico-pratique. tout le monde se pose en arrivant. Et donc, on va se le dire une fois pour tous et tous ensemble. Et puis, ça va éviter au manager d'avoir expliqué ça. Le manager, il est là pour expliquer le département, le travail. Tout à fait. Et donc, ça, on le prend. Qu'est-ce qui fait, pour répondre à ta question, donc ça c'est une partie de l'intégration, après je pourrais t'en parler pendant 3 heures de programme d'intégration, mais qu'est-ce qui fait qu'un collaborateur est bien intégré? Comment on le sait? On va regarder évidemment les taux d'arrêt de période d'essai. Combien il y a de personnes qui partent rapidement? Bon, en général, il n'y en a pas beaucoup, heureusement, mais ça c'est un indicateur qui peut être suivi. Et après, on a des rendez-vous réguliers, donc soit par des surveys très courtes. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as toutes les informations dont tu as besoin? Et après, il y a un feedback qui est demandé après 1 mois et qui est demandé donc au bout de 3 mois. Nous, c'était le CEO de la boîte qui recevait pour un café virtuel les nouveaux, pour que les nouveaux partagent leur rapport Prenez un d'étonnement café avec tous les nouveaux. avec tous les nouveaux en même temps. Donc il y avait une session, Ouais. tous les nouveaux et il arrivait, il disait: «Bonjour, alors Ok. racontez-moi comment ça s'est passé». Ok. Et il apprenait plein de choses, il en faisait Ah, une synthèse ouais, et ouais. il l'envoyait aux personnes, derrière, aux personnes, notamment à la RH, mais pas que. Tu vois? Ça peut être aussi, de Manager. l'intégration dans certains départements. «Tiens, j'ai entendu ça», ça veut pas dire fais, ça veut dire: «J'ai entendu ça, est-ce que tu as envie de l'adresser ou pas?» Et comme par hasard, il y avait des choses qui revenaient qui étaient très justes et qui nous ont permis de recaler les programmes ou de rediscuter avec certains managers pour mettre en avant l'importance de ces premiers pas dans l'entreprise. Quand on a préparé cet épisode, tu m'as parlé à un moment des valeurs qui sont le socle de la culture de l'entreprise. Est-ce que tu peux un peu revenir sur ce sujet de valeurs? Est-ce que toi, justement, tu as travaillé sur ces valeurs dans tes 2 dernières expériences? Les valeurs et la mission de l'entreprise sont le socle. Ouais. Donc, quand on est dans de l'hypercroissance, et je pense même au-delà, le rôle de DRH, on a une partie de notre rôle, nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes et nous allons rester des bâtisseurs, quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes, parce que le monde change. Et là, Ouais. le monde change très vite avec l'IA, avec les cycles de génération, les appropriations des outils, etc. Notre enjeu en tant que DRH, c'est de bâtir quelque chose de solide qui va permettre d'être la colonne vertébrale de tous ces mouvements. Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses changent. Notre travail, c'est d'attirer les meilleurs en fonction d'une situation donnée à un moment donné, qui sont les meilleurs profils, qui sont les meilleurs potentiels, et de créer de l'engagement. Donc l'engagement, c'est créer des conditions où n'importe quel salarié va avoir envie d'exprimer son talent Ouais. le plus souvent possible. Pour moi, c'est ça l'engagement. Il n'y a rien d'autre que ça. Et donc, ça veut dire créer un environnement inclusif où on se sent bien, qui qu'on soit, parce qu'on parle beaucoup de diversité, mais tout le monde a l'impression d'être différent des autres. Et ça, c'est la nature humaine. Et donc ça, faut le prendre en compte. Il faut créer un environnement où chaque personne, elle se sente libre de s'exprimer. Et c'est très facile à dire, c'est plus difficile à faire. Pour ce faire, nous avons les valeurs. Et pour construire cette colonne vertébrale, il faut se mettre d'accord dans l'entreprise sur ce qu'on va faire vivre aux gens, ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on a envie d'incarner. Et ça, ce sont les valeurs. Alors les valeurs, c'est très souvent tarte à la crème, bienveillance, caring, etc. Ce qui fait que maintenant, les gens ne les écoutent plus trop. Et moi, ça me gêne même pas tellement si on les communique pas. En revanche, il faut passer du temps avec soit les gens de l'early stage, les gens du départ, donc tout le monde, tant qu'on n'est pas trop nombreux, soit en petits groupes et après s'en parler en grand groupe pour se dire qu'est-ce qui se passe ici? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on a envie de faire vivre aux gens dans le contexte dans lequel nous sommes? Et donc, définir ces valeurs, qui est un peu le modus operandi, est fondamental uniquement si on décide de passer à la moulinette de ces valeurs
tous nos process et programmes. Je vais te donner un exemple. Si on a une valeur trust, de confiance, qu'est-ce que ça veut dire confiance? Ben, on se fait confiance. Est-ce que ça veut dire transparence? Oui, non. Et on doit clarifier là-dessus. Est-ce qu'on va tout partager? Est-ce qu'on va partager un peu? Où ça commence? Où ça s'arrête? Mmh. Est-ce que si on se fait confiance, il y a besoin d'avoir des politiques très strictes sur tout? Tu vois, nous, chez Aircall, on s'est demandé, on avait cette valeur confiance, trust and commit, qui était une double valeur, donc confiance et engagement, en se disant, si on fait confiance aux gens, ils vont s'engager. Si les gens s'engagent, on peut leur faire confiance. Donc, c'était vraiment le reverse. Et on s'est dit, ben, si on a trust, est-ce qu'on doit écrire une politique voyage qui détermine quand est-ce qu'on voyage en business, combien on est remboursé quand on va dormir à Paris ou à New York? Est-ce que c'est trust, ça? Bah non. Et bah du coup, on va pas mettre de politique voyage parce qu'on pense qu'un collaborateur, il est à même de juger s'il doit voyager en business parce qu'il a une réunion au saut de l'avion et qu'il doit être en pleine forme, ou s'il peut faire économiser de l'argent à la boîte en voyageant en éco parce qu'il arrive la veille, qu'il a envie de visiter New York, qu'il va prendre une nuit supplémentaire pour profiter un peu et arriver en forme à sa réunion. Donc les valeurs, c'est bien, mais uniquement si, un, c'est partagé par tout le monde et c'est quelque chose qui est vivant. Donc, les valeurs, ça change au fur et à mesure de la vie de l'entreprise. Il y a des valeurs qui sont appropriées au début, qui ne le sont plus après et qui doivent vivre. Mais surtout, les valeurs, c'est fondamental parce que c'est chaque programme et process RH, chaque programme et process, y compris dans les autres départements, hein, parce que pour moi, c'est pas un sujet RH, doivent incarner et porter ces valeurs. J'aime beaucoup ton expression, quand tu disais, que les managers sont la glu de l'organisation. C'était ça, ta phrase? Probablement, Ça te dit quelque chose? probablement parce que j'ai une très grande croyance sur le rôle des managers dans l'entreprise, qui va être challengée, je pense par la génération Z. Oui. Les nouvelles générations qui arrivent, dans le monde du travail, elles ont un besoin, d'égalité, qui est très différent. Elles ont besoin de crédibilité qui est très différent. Donc je pense que le manager continuera à exister, mais il se transforme. Le manager pour moi, les managers sont la courroie de transmission. Elles sont la courroie de transmission entre la mission de l'entreprise, entre ses valeurs, entre son delivery et entre ce qui est demandé et entre les salariés. C'est un Ouais. rôle qui est très difficile parce que ça veut dire qu'il faut bien comprendre quelle est la stratégie de la boîte, quelle est la part du département dans cette stratégie, quelle est la part du sous-département dans cette stratégie et comment on contribue. Donc pour moi, le manager, c'est celui qui transforme en action concrète la contribution du département à un projet collectif. Mmh. C'est celui qui écoute, qui fait remonter et qui explique le pourquoi et la justification des différentes choses. Donc, dans les politiques RH que j'ai créées, très souvent, j'ai créé des communautés managériales en disant il y a un espace pour ces managers qui se réunissent sur des Mmh. bases régulières, soit pour partager une info stratégique, poser leurs questions, exprimer leurs doutes, donner leurs idées, faire remonter les idées de leurs équipes, soit pour être formés et pour être accompagnés sur des sujets qui sont pas simples, parce qu'être manager, c'est pas simple. Être manager, c'est écouter. Être manager, c'est être proche et en même temps être capable de prendre des décisions difficiles. Être manager, c'est comprendre que l'autre n'est pas moi et que je dois m'adapter à son canal de communication, même s'il est très différent de moi. Et ça, c'est facile à dire. Dans les sociétés dans lesquelles j'ai opéré, on a très souvent consacré une grande partie du budget de formation sur la formation managériale et plus spécifiquement sur la communication et la capacité à communiquer sincèrement. On ne veut pas créer des managers qui soient des robots de la communication. Alors, si tu veux réussir ta communication, Il faut faire ci. structure-la comme ça. Ouais. Vraiment pas. C'est plutôt dire, toi, tu es comme ça, garde ton style, mais n'oublie pas que la personne qui est en face de toi, ce dont elle a besoin, c'est de synthèse, de contexte, de douceur, de directivité et de les aider à identifier le besoin de la personne qui est en face d'eux pour pouvoir adapter une communication efficace. Quel conseil donnerais-tu, à un jeune ou first time manager justement? Quel conseil je donnerais à un jeune? Bah, déjà, je lui dirais bravo parce que c'est très courageux d'accepter une responsabilité managériale et c'est très chouette de s'engager. Moi, je trouve ça super. Mmh. Le premier conseil, ce serait écoute et donc créer les conditions de l'écoute en termes de temps. Quel temps tu organises dans ton agenda pour écouter ton équipe et tes collaborateurs? Qu'est-ce que tu fais
pour te préparer à cette écoute et être en présence quand tu es dans ces moments-là. Les managers, souvent, les managers, d'ailleurs, tout le monde a souvent plein de choses à faire. Mmh. Si on crée des moments d'écoute et qu'on est en train de penser à sa to-do list, au rendez-vous d'après, aux problèmes qu'on a à résoudre, faut pas le faire. Ça sera pas dans le moment présent, ouais, exactement. Ouais, Donc, comment je fais avant ce moment vraiment que j'ai créé présent, pour ouais, écouter, vraiment écouter, pour ouais. me créer mes 5 minutes de break, Mmh. pour me dire: «OK, Simonie, je la vois pas souvent, je la vois ce matin et si je la vois, je suis vraiment là». Donc j'ai éteint mon téléphone, j'ai fermé ma porte, mon chat va pas venir me déranger, j'ai arrêté mes notifications, j'ai pas mes Slack qui font bip bip toutes les 2 secondes et je suis là avec elle et même si on est ensemble pas longtemps, je vais lui montrer que je suis là avec elle et je vais l'écouter sincèrement pour prendre en compte ce qu'elle va me dire et pas forcément pour lui répondre. Est-ce que tu aurais, un conseil aussi, là, aux fondateurs d'une start-up ou scale-up, hein, justement sur les sujets, de scale d'équipe, de développement d'équipe? Ah, c'est difficile, de donner des Et voilà, conseils à des les fondateurs, fondeurs, ils veulent, voilà, mais une boîte qui performe, le succès de la boîte. Et puis ouais, côté, people, qu'est-ce que tu pourrais, donner comme conseil? alors je trouve que c'est facile de donner des conseils, donc je vais y aller avec beaucoup d'humilité parce que j'ai une Mmh. grande admiration, pour les fondateurs, Déjà, exactement, pour les avoir vus, opérer, c'est ça, faut ouais, être très courageux pour être sûr. fondateur parce qu'on essaye plein de choses et moi j'ai travaillé avec des fondateurs qui avaient un engagement, incroyable, qui travaillaient beaucoup, qui essayaient, qui rataient, qui recommençaient, qui essayaient, enfin c'est incroyable, il y a pas de secret, hein. Le Oui. succès, il vient, du travail et de l'essai-erreur. Mmh. Les conseils que je pourrais leur donner, au commencement, c'est de s'entourer, évidemment, des bonnes personnes. Après, moi, ce que j'entends dans les bonnes personnes, c'est de s'entourer de compétences complémentaires aux leurs. Et en général, c'est ce qu'ils font. Quand ils sont issus de la tech, ils vont prendre des commerciaux. Quand ils sont issus du commerce, ils vont prendre des gens techniques. Donc, en général, c'est ce qu'ils font. Moi, je crois profondément au pouvoir de la diversité. Mmh. Je pense que la diversité de compétences, de regards, de tout, amène quelque chose de plus puissant à l'organisation. Donc, je leur conseillerais vraiment d'oser, et ça c'est difficile au début, aller chercher des profils différents des leurs, Mmh. aller chercher des profils, s'ils sont jeunes, très expérimentés. Ce qui les fait flipper en se disant: «Oh là là, lui est très expérimenté, il va copier, tout ce qu'il a fait avant. Moi, je veux pas faire ça, je veux faire quelque chose de nouveau». Mais non, quelqu'un d'expérimenté, il amène son expérience. D'aller chercher des profils qui ont des regards différents, sur le monde, qui ont des compétences différentes et c'est facile à dire parce que, les premiers recrutements, il y a beaucoup d'enjeux, Oui, parce qu'en général, au début d'une société, on n'a pas beaucoup d'argent, on doit réussir vite, on a beaucoup de pression. Et donc très souvent, quand on a beaucoup de pression, on se réfugie dans des codes qu'on connaît et on se réfugie vers des profils qu'on connaît qui sont proches des nôtres. oui, Donc j'ai envie de leur dire, osez. Les fondateurs, c'est des gens qui ont osé des choses dingues. oui, Osez aussi sur la dimension humaine. ouais, Je génial. pense que ce serait vraiment ça mon conseil et je sais à quel point c'est facile à dire et à quel point c'est difficile à faire. Tout à fait. Ouais, ouais, tout Et à ça fait. s'accompagne aussi et donc c'est un beau sujet. Question plus personnelle, Sandrine, qu'est-ce qui te drive dans ton job de, DRH, Chief People Officer? De répondre avec, je crois, ce qui me drive dans la vie. Être chief people officer, c'est une partie de moi et c'est donc comme je crois beaucoup à la cohérence, il faut avoir une cohérence globale Mmh. et moi ce qui me drive, je pense, c'est la relation à l'autre. Je trouve que la nature humaine est magnifique, elle n'en finit pas de m'étonner. Elle est pleine de potentiel et elle est source, d'émotions partagées. Tu vois, on a cette conversation, on va raccrocher tout à l'heure et on va partir toutes les 2 avec une trace de ce qu'on a partagé ce matin et ça, je trouve que c'est très beau dans la vie et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup donc on vit dans un monde très technologique et qui va l'être de plus en plus et je trouve que c'est chouette parce que ça va donner plus de place et plus de temps pour fabriquer une relation de qualité, donc qui sera la clé du succès et donc ça, c'est super. La relation me drive et plus spécifiquement, le partage. Donc moi, j'aime manager parce que j'aime développer des gens
J'aime coacher et mentorer parce que j'aime partager ce que j'ai appris pour faire gagner du temps à d'autres, pour, recevoir leur retour et m'enrichir de leur retour. Donc je pense que c'est vraiment, mes drivers, ils sont là. Génial, merci beaucoup Sandrine. Est-ce que tu es un peu sur les réseaux sociaux? Les LinkedIn? Très peu, Très peu, parce que d'accord. très peu parce que je suis Et plutôt, plus dans le réel, on va dire? je suis plutôt dans le réel, y compris s'il est derrière un écran. Je suis un peu sur LinkedIn, D'accord, donc je poste de temps en temps et puis LinkedIn, c'est une belle façon aussi, de suivre un peu les actus des uns et des autres, d'accord. de s'enrichir de contenus intéressants. Génial. Donc je suis juste un peu sur LinkedIn. Mmh. Super, merci beaucoup Sandrine, à bientôt. Un grand merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.